La revue de la semaine, c'est toutes les infos qu'on récupère sur les réseaux, celles sur lesquelles on a envie de tirer, celles sur lesquelles on n'a pas forcément envie de tirer. Je voulais pas commencer par celle-là, elle était en 4e, mais je commence par celle-là, je m'en fous. C'est pour parler de Pierre Lesmelou. Oui, tout à fait, un joueur dont le meilleur joueur de Ligue 1. Ouais, exactement. Pierre Zizou. Pierre Zizou, Qui ne sera exactement. pas élu meilleur joueur de Ligue 1, on sait tous, mais c'est le meilleur joueur de Ligue 1. Déjà, je me disais, c'est vrai que, mine de rien, en réflexion, on aura quand même pas mal de Brestois dans l'équipe type UNFP fin de saison. Forcément. C'est un vrai kiff, tu vois. Forcément. Ça change un peu. Ouais. Ah non, mais pour moi, tu vois, aujourd'hui, je sais pas, Loco, Lala, Brassier, peut-être Bizotte, Lesmelou, même parce que des fois sur les compos, on est surpris. Non, C'est on est souvent surpris, les mais tu vois, joueurs des mêmes je dis, équipes, on connaît. on verra ça et normalement, tout le monde est logique. Eric Roy aussi meilleur entraîneur, donc chapeau. Ouais, Eric Roy, d'où il Lui, revient. c'est sûr qu'il sera nouvel entraîneur. D'où il revient, c'est juste incroyable. Alors, je vous lis un petit peu la news. Pierre Lesmelou, vous l'avez dit, 4 buts cette saison en Ligue 1, buteur hier face au Havre, buteur aussi face à l'Olympique de Marseille il y a 2 semaines. Il est complètement incontournable, à tel point que son entraîneur, donc Eric Roy, s'est montré très élogieux en conférence de presse. Il a dit que pour lui, il y avait très peu de joueurs qui étaient à son niveau à l'heure actuelle en Ligue 1. En tout cas, lui, il a précisé à son poste, même si beaucoup peut-être pensent que c'est peut-être un des meilleurs joueurs de Ligue 1 tout court, et qu'il mériterait une sélection en équipe de France. Quanto, c'est intéressant d'entendre un entraîneur comme ça faire l'éloge de son joueur. Est-ce que tu es d'accord avec lui, cependant ? C'est le rôle de Roy de défendre son joueur déjà. Après, en réalité, de toute façon, moi, vous savez que Lesmelou est de très très loin l'un des joueurs que je préfère dans ce championnat, et ce depuis pas mal d'années maintenant. J'avais été déjà très déçu quand il était parti à son expérience en étranger, parce que je kiffais déjà le voir dans le passé du côté de l'OGC Nice, mais c'est un joueur que je trouve absolument fantastique. Après, est-ce qu'un physique un peu frêle comme le sien, c'est un profil recherché par Deschamps ? J'en suis pas sûr. Deschamps aime des mecs un peu plus charbonneurs peut-être que Lesmelou. Maintenant, évidemment que quand je vois les sélectionnés en équipe de France, évidemment que Lesmelou peut avoir sa place. Ça fait des années qu'on voit Fofana, par exemple, être sélectionné en équipe de France. Aujourd'hui, est-ce que Fofana est meilleur que Lesmelou ? La réponse est non. Aujourd'hui, est-ce que tous ces milieux de terrain sélectionnés en équipe de France sont meilleurs que Lesmelou ? La réponse est non. Donc évidemment que des joueurs, par exemple, comme Warren Zaïre-Emery sont arrivés à se faire une place en équipe de France. Lesmelou pourrait, par le niveau de jeu, y prétendre. Est-ce que par son âge, Didier Deschamps pense à lui, ou de par son statut qui n'est pas le statut bling-bling entre guillemets, c'est une autre affaire. Mais après, pour moi, on sait que Didier Deschamps, il a ses têtes. Mais oui, il a ses têtes. Puis Ouais. après, bon, si Deschamps demain il sélectionne Lesmelou en équipe de France, pourquoi en faire, tu vois ? Pour quelle utilisation, pour quel projet ? Est-ce que ce serait vraiment c'est la question intéressant de le faire ? Ouais, c'est la question qu'on peut se poser. Mais moi, je suis sélectionneur, évidemment que je le prends, et ça fait un moment déjà qu'il sera en équipe de France. J'aime bien sa franchise. Bruce, expert en dosage, toi, tu en penses quoi ? Après, un tournoi, c'est une question de moment. Après, même s'il a appelé, on sait qu'il ne sera pas titulaire. Donc, c'est là où, comme Quentin dit, en général, tu prends plus des joueurs qui seront sur le banc, qui sont un peu plus jeunes, parce que tu te projettes sur l'avenir et l'expérience, etc. Mais c'est vrai que si tu prends son niveau de jeu cette saison et la forme du moment, il mériterait d'y être. Mais après, l'équipe de France, c'est particulier. Il faut penser un peu sur la durée, etc. Même si là, c'est l'histoire d'un tournoi. Il n'est pas tout jeune. Il ne sera pas titulaire, comme j'ai dit. Donc voilà. Mais moi, en tout cas, s'il est appelé demain, je serais content pour lui. Et j'aurais rien à redire à ce niveau-là. Il n'y aurait pas de scandale à ce qu'il soit appelé. Bah non. Et on avait eu un peu la même avec Martin Terrier. Sauf que Martin Terrier, c'est pas le même âge. Mais c'est vrai qu'il avait été réclamé par beaucoup en équipe de France. Bon, finalement, un mec comme Bourigeaud, par exemple. Non, mais c'est ça, en fait. Tu vois, il y a des mecs qui n'ont jamais eu vraiment leur chance et qui auraient pu, tu vois. Même dans notre génération, tu vois, un mec comme Mika Pagis, tu vois, il a effleuré. Et peut-être c'est une période un peu plus creuse de l'équipe de France. Genre, tu vois, Laurent Blanc ou quoi, quand il appelait des Charles Zogbia, tu vois, pour André tester aussi, et tout. ouais. Voilà. Bon, il y a eu Steve Savidan, tu vois, qui a eu sa chance et tout. Oui, c'est vrai. Sur un one-shot. Après, en vrai, moi, je suis comme vous, s'il n'est pas appelé, c'est pas scandaleux. Mais s'il y a une petite opportunité pour lui, évidemment, pour le clin d'œil par rapport à sa très très belle saison en Ligue 1, ça ferait plaisir. Dans le chat, et je vous le dis très gentiment, mais regardez Brest jouer le week-end, vraiment. Non, mais il y en a beaucoup qui se foutent de ma gueule. Lesmelou Ballon d'Or, Lesmelou meilleur joueur de l'histoire et tout. Bon, après, vous savez pas. C'est juste le meilleur joueur de Ligue 1 pour le moment. Mais aujourd'hui, regardez les performances de Brest. Je sais que vous regardez Paris et Lyon et Marseille, mais regardez un petit peu Brest. C'est un club qui est en Ligue 1 aujourd'hui, mais vous allez voir que c'est un joueur qui est fantastique, fantastique. Alors, messieurs, on passe à une autre info. Impossible que ça vous ait échappé, la sortie de John Textor
sort sur la domination du PSG en Ligue 1. C'est un sujet qui est chronique, hein, on le sait, mais c'est pas souvent qu'on entend un acteur, en tout cas du foot, en parler. Et il n'a pas mâché ses mots. Pour la faire courte, en gros, il se demande qui va s'intéresser à la Ligue 1 si, à la base, au démarrage, on connaît déjà le vainqueur du championnat. Les étrangers, ils en ont rien à foutre de la Ligue 1 déjà. Oui, déjà de base. Merci de le rappeler, Bruce. Bah non, mais ils ont d'autres championnats. Ça fait plaisir. Hein. Et il en a même parlé à Nasser El Khelaifi en public, en privé et en public. Il lui a demandé si ça l'amusait, voilà, de dominer autant le championnat et s'il aimait ça. Alors, c'est assez clair finalement parce que c'est un débat qu'on a depuis maintenant plus de 10 ans, hein, vu que le PSG domine la Ligue 1 depuis très très longtemps. Est-ce que pour vous il a complètement raison ou alors est-ce que vous voyez le problème sous un autre angle, vous, Pipion ? Bah forcément, on peut taper sur le PSG parce qu'ils ont assommé, il y a une concurrence qui est déloyale par rapport à un montant, mais c'est pas de la faute si forcément les locomotives de la Ligue 1 déçoivent à tour de rôle. Ouais, parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi les autres en fait, même s'il y a un écart. On a eu, tu vois, des très très beaux trucs comme Monaco et le Lille de Galtier, mais Lyon, Marseille, même Rennes à un moment donné, ils n'ont pas su prendre ce leadership et c'est ce qu'on discutait la dernière fois sur la manière dont la Ligue 1 n'est peut-être pas aussi performante par exemple que la Bundesliga. Je m'explique, le Bayern assomme le championnat, mais tu sais qu'au moins dans la discussion tu auras Dortmund ou Leipzig qui sera tout le temps de 3 équipes récurrentes quoi. Là par contre chaque saison tu sais pas si Marseille ou Lyon vont répondre présent et c'est terrible d'avoir ce manque de stabilité à leur échelle. Que John Textor ait conscience que voilà, il faut aller bousculer le PSG, j'en suis reconnaissant. Maintenant, c'est à lui de mettre ça en place, d'accompagner ce processus. Mais forcément, moi, quand je regarde l'état des deux Olympiques, je suis assez sceptique. On verra jusqu'où ça ira, mais encore une fois, c'est pas de la faute du PSG. Si Monaco se trompe de gardien de but, si l'OM c'est à feu et à sang au bout de 3 matchs nuls, si Lyon est passé tout proche de la Ligue 2, encore une fois, Lyon et Marseille, leur dernier trophée, c'est quoi ? C'est l'OM, ça va être 2011 ou 2000. C'était avec Guéret, non ? Non, c'était Deschamps. C'était Deschamps. Voilà. Et Lyon, c'est la Coupe de France contre Quevilly. Mais en attendant, qui a gagné ? Strasbourg, Guingamp, Saint-Etienne. Même nous, Bordeaux, on a pris un trophée. Nantes, évidemment. Toulouse, Rennes. Donc, au bout d'un moment, il faut que les mecs ils prennent conscience de leur propre réalité avant de dire le PSG, c'est le grand méchant. Et voilà, il faut aller chercher ça. Il a complètement raison, Pipion. Ça peut être un souci, on le sait tous. Mais déjà, soit deuxième. Voilà, parce que là, il y a beaucoup d'équipes devant Lyon ces dernières années. Déjà, occupe-toi des équipes devant toi, parce que si tu parlais que tu étais deuxième chaque année, tu vois, on pourrait rien dire. Le PSG finit avec 8-10 points d'avance parce que voilà, il y a trop d'écart entre les équipes. À la limite, tu pourrais l'entendre et le comprendre un peu. Là, le problème, c'est que ça arrive dans une période où Lyon, ces dernières années, ça met pas un pied devant l'autre. En fait, il choisit le pire timing pour en parler. Déjà, avec les moyens que tu as, etc., tu as beaucoup plus de moyens que la plupart des équipes qui sont devant toi. Déjà, finis devant eux, travaille bien. Et là, tu auras peut-être le droit, ce sera un peu plus audible, tu vois. Là, on peut comprendre un peu ce qu'il veut dire, mais pour moi, le timing n'est pas bon parce qu'il y a trop d'équipes devant et tu travailles mal. Avant de pleurer sur ce Paris Saint-Germain qui soi-disant écrase la Ligue 1, il faut d'abord remettre en avant l'argument que vous avez donné, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui aujourd'hui sont arrivées à prendre le championnat, Monaco, Lille, Montpellier au début de l'ère Qatari. Il y a des titres aujourd'hui avec la Coupe de France, anciennement la Coupe de la Ligue, où c'est possible de gagner des titres en France. Après, le PSG est au-dessus des autres clubs français. Oui, pourquoi ? Parce que les autres clubs français ne travaillent pas toujours bien. Mais ça, est-ce que c'est la faute du PSG ? La réponse est évidemment non. Qu'on ne me fasse pas croire que le PSG est en train d'éteindre la Ligue 1 parce que c'est le PSG et parce qu'il y a une concurrence qui est déloyale. Si le PSG était un club top 3 en Europe aujourd'hui, je voudrais bien croire que oui. Si tu me mets City dans le championnat de France, je veux bien te dire oui, ok, bon, il y a une concurrence déloyale, ils sont trop forts, et puis voilà. Mais là, on parle quand même d'un PSG qui est prenable. C'est un PSG qui, en Europe, aujourd'hui, ne fait pas partie des 4 meilleures équipes d'Europe. L'année dernière, il finit sur un point de Valence. Voilà, il termine. Il y a possibilité aujourd'hui de faire chuter ce PSG-là. On le voit dans des coupes, on le voit en Coupe d'Europe, on le voit en championnat. C'est juste une question de régularité, de travail. Le PSG est une équipe qui est régulière dans notre championnat, mais c'est pas une équipe qui est imbougeable, c'est pas une équipe qui fait partie des 4 meilleures équipes d'Europe. Donc pour moi, non, c'est juste parce que le PSG travaille mieux que les autres équipes, c'est tout. Avec plus de moyens, d'accord. C'est pas qu'ils travaillent mieux, c'est qu'ils ont plus de thunes. Donc même en travaillant
normal, t'es devant le reste de la Ligue 1. Je modifie ma phrase, c'est juste que le PSG a un petit peu plus de moyens, donc ils ont plus de marge d'erreur, mais qu'à côté, on travaille pas très bien non plus. Il y a plus de zéyo. À côté, les clubs qui ont de l'argent ne travaillent pas très bien non plus. Quand on voit dans tous les sens, ça finit par payer, même si c'est pas quoi. Mais quand t'achètes des joueurs, machin. Quand tu fais des échecs industriels, que tu peux mettre, tu vois, 90 millions sur Kolo Muani ou 80 sur Ramos sans qu'ils soient très rentables. Mais bien sûr. Regarde, à côté, Marseille, Strootman, ils l'ont payé pendant pas mal d'années, les 25 millions. Le coup de cœur de Garcia. Après, on met 30 millions sur Vitinha, c'est une erreur industrielle aussi. Non, mais il y en a qui, tu vois, tu payes pendant pas mal de temps, c'est vrai. Bien sûr. L'un n'empêche pas l'autre. En fait. Mais après, oui, je pense que l'argument de John Textor. Après, franchement, qu'il prenne conscience de ça et qu'il ait envie, tu vois, de bouger les choses. Moi, j'ai envie de voir, comme on a parlé souvent de l'Olympique Lyonnais. Et je trouve qu'au moins, au niveau de la direction et de l'esprit du mercato, c'est bien mieux que les pistes de Chéroux et Ponceau à l'époque. On y voit plus clair déjà sur ce qu'ils veulent faire, oui. Alors maintenant, messieurs, on sort un peu de la Ligue 1. Une info sulfureuse sur Fabrizio Romano. Bon, vous le savez, il est devenu en quelques années un des personnages les plus influents du monde du foot. Maintenant, c'est réglé, il est installé, le mec. Il se met bien le fumier. Et il se met très très bien. Et justement, il se met encore plus bien qu'on le pense, a priori, si on écoute un petit peu les médias norvégiens et danois, parce qu'en fait, il a été accusé d'avoir répandu des rumeurs sur des joueurs en servant... Tu veux dire que quand il parle de Jonathan David toutes les 2 semaines sur son Twitter, il est pas payé pour le faire. Il le fait juste parce que Jonathan David lui a tapé dans l'œil. Voilà, donc il sert de ses réseaux pour faire la promo de certains joueurs. Jonathan David. Il aurait une société, il y a une société du nom de Memo qui approcherait les clubs pour leur offrir de la visibilité sur les réseaux contre quelques milliers d'euros. Alors forcément, premièrement, ça peut même être des dizaines. Est-ce qu'on y croit à tout ça? Je pose pas la question à Quentin. Non. Et est-ce que c'est là où pour moi c'est un peu plus important. Est-ce que pour vous c'est un peu la méthode du futur en fait, genre maintenant tu te sers de ce genre de mec pour comment faire la promotion de joueurs, lancer des pistes. Je veux pas monopoliser la parole, mais on te l'a pas donné, hein, mais vas-y. Non, mais comment ça du futur? Je comprends pas. Je sais pas en fait maintenant. Mais ça a toujours été le cas avec les médias. Ça a toujours été le cas. Parce que à l'époque, même là aujourd'hui, donne-moi des exemples. Aujourd'hui, quand t'as des journalistes télé qui font que parler de tel ou tel joueur dans des émissions télé que je vais pas. Mais maintenant c'est sur les réseaux. Et parce qu'à l'époque, si je te dis, allez, je vais citer France Football, je vais citer le journal de l'équipe et je vais citer plein d'autres journaux, ils vont parler toutes les semaines d'un petit jeune pour lui donner de la valeur marchande. Tu crois que ça, c'est pas une méthode qui a toujours existé? Non, mais la méthode existe, c'est juste le format qui est différent. Non, mais c'est que lui, il a une exposition avec les réseaux sociaux, il a tellement de monde qui le suit que c'est le truc de la puissance de Twitter et des réseaux. C'est juste que là, c'est x1000. Non, mais là, lui, c'est x1000, mais ça a toujours été le cas avant. Mais bien sûr. Sauf que c'était d'une autre manière, parfois peut-être un peu moins visible, mais on le voyait avec des journalistes ou des trucs. On sait très bien que des fois, tu veux faire véhiculer des informations, tu veux que ça en parle, tu sais qui cibler, tu as tes contacts. Et voilà, et les joueurs font pareil. Les clubs font pareil quand ils veulent vendre un joueur ou faire savoir des trucs. Évidemment. C'est le jeu. Et lui, c'est sûr qu'il se met très très bien. T'entends des rumeurs, ça c'est le jeu des agents. T'as les agents de joueurs qui vont dire mon joueur il est courtisé par un tel club alors qu'il est courtisé par personne. Et t'as des clubs qui vont essayer de faire valoir la concurrence. Quand un club fait une offre, nous on va peut-être le vendre ailleurs, un club ami, alors que c'est faux. Enfin, je veux dire, c'est le jeu des rumeurs et ça a toujours existé. Vous pensez les gars, si on vend des trucs avec le compte hors jeu, on touche combien? Je sais pas, mais je veux bien faire. On commence à être cité. Il a été cité la dernière fois dans ce qu'il a dit. Bientôt pour vendre ça 10 €, une info sur un joueur. Nous on est là. On va prendre 10 balles par-ci, 10 balles par-là, tranquille. Ça part de là. On va acheter de la déco pour l'émission. Je suis juste déçu pour Jonathan David, moi, parce que j'étais persuadé qu'il avait tapé dans l'œil de Fabrizio Romano. Il me saoule, lui. Pipion, il y a un truc que tu veux rajouter là-dessus ou un peu de mesure, de nuance? T'as déjà payé combien? Dis-nous tout. Non, mais par contre, c'est vraiment le jeu journalistique qui marche comme ça. Moi, on m'a déjà, pas approché, mais tu sais. Tu vois. Moi, par contre, on propose. J'adore ça. On propose pas de billets, mais tu sais, on peut te promettre une interview, des soirées, un peu plus grande avec un autre plus grand joueur, quoi. Pas le joueur de mon écurie, peut-être qu'il y aura quelque chose, tu vois. Sauf que le mec, il est remplaçant national, donc faut réussir à le vendre dans ton article. Il a pas commencé par ça. Mais c'est comme ça que tu montes petit à petit. Tu pars national, tu après Ligue 2, Ligue 1. Après, franchement, moi, j'ai jamais trempé dans ça parce que tu comprends très vite. C'est pas quelque chose qui m'arrange.
Peut-être que ça viendra. Mais c'est vrai que quand tu vois les sommes promises à Fabrizio, tu commences à te dire bon bah c'est vas-y, intéressant alors, quand même. Hein. un petit cachet pour parler par-ci par-là. Non, mais après, il va quitter hors-jeu, va faire ça. Quand on va plus le voir, on va comprendre pourquoi. Influenceur mercato. Mais non, c'est vrai que quand vous voyez souvent des informations, quand un gros journaliste mercato dit tel joueur intéresse, tel joueur a un bon de sortie, très souvent, c'est plus un relais pour l'agent qui veut faire parler de lui en signifiant que le joueur est prêt à quitter le club et que voilà, peut-être que ça peut intéresser 2-3. Donc c'est un peu, tu sais, comme dans les séries House of Cards ou Succession, quoi. C'est un peu du poker menteur. Ouais, tout à fait. C'est du business, hein. C'est du business. Ça marche comme ça, c'est même la politique dans les clubs, tout ce qu'il y a derrière, tous les trucs qui sortent. Bon, on parle du PSG, parce que ça en parlait, tu sais, les trucs sur les réseaux sociaux, les infos que ça balançait sur un tel. Il y a tellement de trucs. C'est comme il dit, les séries, les trucs qu'on voit, des fois, on se dit, ouais, c'est quoi mais en vrai, c'est la réalité, ça marche comme ça derrière. Mais il y a aucun mal. Rapidement, il y a aucun mal à ça. Le seul problème, c'est qu'après, tu peux remettre en doute la véracité d'une info. Voilà. C'est juste qu'en fait, c'est le jeu. L'honnêteté, c'est le jeu d'un influenceur. Peut-être qu'il peut toucher de l'argent. Alors, je sais pas si c'est légal ou pas. Mais sincèrement, je vois pas pourquoi ça le serait pas. Et j'en ai rien à foutre. Qu'il touche de l'argent, tant mieux pour lui. Mais c'est juste par rapport à la véracité. Si demain, tu as un influenceur mercato qui donne que de bonnes infos mercato, mais qui commence à donner 2-3 infos fausses par-ci par-là parce que c'est jouer le jeu de certains clubs et de certains transferts pour faire valoriser un petit peu une certaine valeur, bah, le problème, c'est qu'après, ses suiveurs vont lui faire un petit peu moins confiance. Donc voilà, c'est juste une personne qui peut s'autodétruire, entre guillemets. En fait, tu remets en doute... Là, on est trop long. Là. Le côté passion, quoi, du mec, derrière, tu te dis, c'est tourné que vers le business, quoi. Merci. Yous va revenir. Hein. Il avait juste une obligation professionnelle. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous sur la revue, mais on va le récupérer. Il fait une sieste avant le quiz. Oui, j'ai vu ce qu'il disait. J'ai vu passer le quiz. C'était pour le rassurer. T'inquiète, il va revenir, Yous. Bon, on a été un peu trop long sur la revue. Je voulais qu'on parle de Luis Enrique. Apparemment, Deco en aurait fait sa priorité pour devenir l'entraîneur principal du club la saison prochaine, vu que le départ de Xavi est acté. Il y a d'autres noms sur la liste, bien sûr. Enfin, sur la liste. Ça ne veut pas dire qu'ils les ont contactés ou quoi. Mbappé contre Luis Enrique. Tu viens de parler de Mbappé, toi. L'année prochaine au Real contre Luis Enrique au Barça, ça peut être sympa, les célébrations. Non, mais j'anticipe les choses. Oui, moi, j'ai hâte de voir ça. Ça peut être sympa. Ouais, il va faire des célébrations, il va monter en tribune et tout. Non, au Real, il ne montera pas aux tribunes. Là-bas, il ne pourra pas se permettre ça. Ouais. Alors, oui, ça parle de Mikel Arteta, de Xabi Alonso, de Roberto De Zerbi, Hansi Flick ou encore Thomas Tuchel. Arteta ou Barça? Non, mais c'est des entraîneurs qui intéressent Deco et le Barça. Moi, le Milan, ils sont le sur Barça, Klopp, ça reste le Barça. Ils sont sur Klopp, Arteta, sur tout le monde. Est-ce qu'ils vont venir? Non. Bon, en tout cas, voilà, on en parlera une autre fois si jamais ça se concrétise.